Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et pour captiver le public, ça en a captivé du public le film dont nous allons parler aujourd'hui. On en a fait tout un foin, je m'en rappelle lorsque Avatar a détrôné Titanic, Avatar les petits bonhommes bleus là. Donc c'était le film le plus regardé au cinéma de tous les temps. Et ben aujourd'hui, on parle du film qui a détrôné Avatar. Ouais, rien que ça, parce que c'est la surenchère. Pousse-toi de là que je m'y mette, à la première place. Bon, après, bien sûr, l'accès aux salles de cinéma n'est plus le même. Ça a été aussi un des arguments quand, je me rappelle, Bienvenue chez les Ch'tis avait détrôné La Grande Vadrouille. On avait dit oui, mais l'accès au cinéma, c'est pas le même. Aujourd'hui, c'est plus facile. Enfin bon, ça reste quand même un record non négligeable. D'autant plus que les places de cinéma n'arrêtent pas de monter en termes de prix et de tarifs. Donc à la limite, on en revient aux conditions d'avant. Hein. Donc bon. Et ce film, l'histoire, elle est quand même relativement basique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu le monomythe de Campbell qu'on a vu. C'est la base, quoi. Et c'est quoi ce film ? Eh bien, on parle de Avengers Endgame, le dernier film de cette longue série. Magnifiquement bien orchestré, de 2008 à 2019. 11 ans de stratégie, ça fait beaucoup. Et ça continue encore avec Spider-Man, histoire de ne pas laisser le public sur sa faim. Donc même quand ils ont réussi à clôturer la série, ils réussissent à rajouter encore quelque chose derrière. Pour expliquer ce succès, j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Florence Georgeon, la conseillère littéraire qui vous file des astuces gratos. La chance. Bonjour Florence. Bonjour Bastien et bonjour à tous les auditeurs. Donc oui, effectivement, je vais donner des astuces gratuites, donc restez jusqu'à la fin. Mais quelle intro épique tu nous as fait. On se sent dans l'ambiance Marvel là. Ah, il faudrait que je mette une petite musique Marvel. Carrément. Oui, donc ouais, aujourd'hui on parle de super-héros et je me suis dit que ce serait pas mal de commencer le podcast avec une citation de Stan Lee, qui est entre autres le papa de Spider-Man, d'Hulk, de Doctor Strange et des X-Men, enfin voilà. Il en a fait. Bah ouais, il a créé Marvel, non ? Enfin, moi j'ai toujours entendu dire qu'il avait créé Marvel, mais bon, c'est plus compliqué. Voilà, ouais. C'est plus compliqué. L'histoire de Marvel. Non, c'est que bon, Marvel, ça date, à une époque c'était distribué par DC Comics. Enfin bref, ouais, et il a collaboré avec Jake ou James Kirby, enfin il n'était pas tout seul, mais... D'accord, ok. Voilà, donc il y a une longue histoire dont on parlera, l'histoire des comics. Mais pour l'instant, j'y vais de ma petite citation. Donc Stan Lee a dit « J'ai toujours pensé que ce serait bien si en prenant du plaisir à lire l'histoire, le lecteur pouvait aussi comprendre que nous devrions tous être bons les uns envers les autres, que le monde est petit, que la vie est courte et qu'on devrait faire en sorte qu'elle soit plaisante pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, et que faire ce qui est bien vaut mieux que faire ce qui est mal. » Voilà. C'est beau. C'est beau. Ouais, 1 minute de silence. En hommage de cette phrase magnifique. Mais tout ça pour dire que ouais, le gars en une phrase, il a posé toute la dimension morale qu'il y a dans les comics. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Mais la question qu'on se pose du coup, c'est pourquoi des collants ? Pourquoi des collants pour véhiculer un tel message ? Pourquoi mettre son slip par-dessus son pantalon ? Oui, pourquoi le slip par-dessus le pantalon ? Exactement. Bon, ok. Alors, que vont apprendre nos auditeurs aujourd'hui ? Alors, ils vont apprendre ce que sont les comics et d'où ils viennent. Ils vont apprendre également à créer de bons personnages, comment articuler une série en plusieurs tomes et comment créer une franchise à succès. Ok, rien que ça. Bon, après, ils auront du boulot. Ils auront du boulot. Ok. Faut prendre des notes. Voilà. Donc, alors le résumé du film Avengers Endgame, on va peut-être pas faire le résumé du film ou de l'histoire entière ou de l'univers tout entier de Marvel. On va essayer de faire court. Mais en gros, à savoir que dès 2008, il s'organise des films autour de 3 personnages majeurs qui auront chacun 1, 2 ou 3 films rien qu'à eux. C'est Iron Man, Thor et Captain America.
Et à l'intérieur de chaque film se cache une pierre notamment, ou parfois le méchant aussi qui apparaît des fois. Voilà, mais en gros il y a une pierre un peu spéciale sous différentes formes. Et voilà, l'air de rien, elle est là, elle est un peu en fond, elle fait pas forcément l'intrigue principale du film, mais elle est là. Et ces pierres vont permettre à la fin de réunir tous ces héros dans un film, les Avengers, les Vengeurs, si on veut le dire en français. Et du coup, il y a un film Avenger qui sort. Ensuite, ça se poursuit avec. On alterne chaque fois en fait entre les films solo et les films Avengers. Et il y a d'autres héros aussi qui se créent. Je pense par exemple à Black Panther, qui a eu son film solo, mais un peu plus tard, en fait, après les autres. Et voilà, on découvre à la fois les pierres et à la fois les méchants, parce que à la fin de chaque film, on comprend que le méchant du film, qui est adapté au héros, peut-être en fait il obéit à un grand méchant, qui fera bien évidemment l'objet, ce sera le grand méchant des 2 derniers films, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. À noter tout de suite d'ailleurs que dans Infinity War, c'est le méchant qui gagne à la fin. On en a déjà parlé, c'est Thanos. On avait dit que c'était un méchant très bien fait parce que justement il avait une quête. Donc sa quête, c'est que les ressources dans l'univers sont limitées, que du coup toutes les espèces sont condamnées à mourir si elles continuent comme ça. Donc de manière aléatoire, grâce aux pierres, en claquant des doigts, il va supprimer une personne sur 2 dans l'univers de manière totalement aléatoire. Donc c'est pas un méchant qui veut prendre possession de l'univers, il veut sauver l'univers, mais d'une manière un peu drastique, on va dire. Et d'ailleurs, dans Infinity War, une fois qu'il a réussi, il a réussi, il claque des doigts, il y a la moitié des héros qui disparaissent parce qu'ils meurent instantanément, comme s'ils n'avaient jamais existé presque. Et on le voit après dans sa petite cabane en train de faire sa cuisine. Enfin, le mec est retourné à ses affaires en fait. Il a accompli sa quête, il a sauvé l'univers, tout va bien. Il retourne à sa petite cuisine quoi. Donc c'est vraiment un méchant bien fait, et très très particulier quoi. Voilà. Mais dans Avengers Endgame, bien évidemment, on remonte dans le passé. Et là, on voit tous les héros, même ceux qui sont morts, bien évidemment. On a tous nos héros préférés. On sauve l'univers. Non pas sans sacrifier au passage l'un des héros les plus aimés de la franchise, voire peut-être même le plus aimé de la franchise, Iron Man, celui d'ailleurs qui a débuté dès 2008 toute cette série. Voilà, la boucle est bouclée. Exact. C'est dingue, ouais. Ça représente combien en tout? J'avais lu 22 ou 23 films. C'est impressionnant. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est impressionnant. Il y en a eu de partout. Il y en a eu de partout. C'était une grande époque, hein. Quand ils commençaient à les sortir, t'en avais un par an, voire 2 par an. Oh la vache. Ouais. Ça ramenait du monde dans les cinémas. C'est clair. Ouais, c'est clair. Mais toujours la même structure. Hein. Franchement, c'était, tu savais ce que t'allais voir, quoi. C'était, je sais pas comment dire, c'est toujours la même structure basique pour construire l'histoire, quoi. Tu vois, il y avait pas de surprise en quelque sorte. Mais t'étais content parce que il y a des collants. Et... il y a de la couleur, il y a des beaux paysages. Ouais, c'est ça. Justement, on va peut-être s'intéresser à qu'est-ce qui fait le succès des comics. Et je me suis dit que pour le comprendre, on pourrait peut-être revenir en arrière pour comprendre comment sont nés les super-héros et l'essence des comics de super-héros. Donc on va faire un peu d'histoire. Dit comme ça peut paraître chiant, mais je promets que ça va être intéressant. En tout cas, je vais essayer de le rendre intéressant. Et moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça t'intéresse, un peu d'histoire. Ouais, bien sûr. Ok. Et ça m'intéresse tellement que quand j'étais en Master 1, j'ai pris un cours sur l'histoire de la bande dessinée. Et ça m'a beaucoup servi pour écrire cet épisode. Attends, il faut s'arrêter là-dessus. Pourquoi? Tu faisais de l'histoire de la bande dessinée en master? Attends, master, c'est master 1, c'est genre c'est bac plus 4, c'est un truc comme ça. C'est ça. Donc bac plus 4,
qu'est-ce que j'étais en train de foutre en bac+4 moi. Je faisais du génie civil à cette époque. Bon, je suis parti en Argentine. J'avoue, je suis parti 6 mois en Argentine. Alors ça va, c'est cool. Mais le reste de l'année, j'ai fait du génie civil, casser des poutres en béton armé pour tester leur résistance. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, il y en a qui faisaient l'histoire de la BD. Quoi. Je me suis trompé de filière, je le savais. Je le savais. Ah bah il fallait qu'on ait de la culture. L'édition, ça commence aussi par l'histoire du livre, et le livre sous toutes ses formes, même la bande dessinée. Justement, c'était la problématique du cours. Est-ce que la bande dessinée peut être réduite à un livre ? Oh, wow, c'est beau, c'est profond. C'est beau, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans ce cours d'histoire de la BD ? Alors, c'était un semestre, donc je vais pas vous faire un semestre de podcast. Je vais condenser pour raconter ce qui nous intéresse. Donc voilà, pour commencer, la BD et le comics, ça s'inscrit dans l'histoire de l'illustration de presse. Aux États-Unis, ça a explosé à la fin du 19e siècle. Il y a eu beaucoup de journaux. Et ils ont commencé à faire des illustrations parce qu'on parlait... on parle des États-Unis, donc d'un territoire très vaste qui est très hétérogène en termes de culture et de langue à l'époque. Donc pour fédérer tout ça, le dessin, il n'y avait rien de tel. Et le premier comics, c'est plutôt un comic strip, c'est-à-dire une bande dessinée de 3-4 cases dans un journal, il est apparu en 1895 dans le New York Journal. Et il s'intitulait le Yellow Kid. Alors qu'est-ce que le Yellow Kid ? C'était un enfant des rues. Les journalistes à l'époque se sont servis de ce personnage pour représenter la misère dans les rues de New York. Donc, c'était un peu le chat de l'époque. Oui, ouais. C'est des BD quand même engagés, quoi. C'est ça, mais on n'était pas trop dans le pathos non plus, parce qu'il y avait un côté humoristique. C'est pour ça que ça s'appelle le comics. Donc, mais on voulait quand même montrer une réalité sociale. Et je pense que c'est toujours important dans le comics aujourd'hui, ce côté réalité sociale, collé à des thématiques modernes. Voilà. Ouais. Ok. Donc tous les journaux se sont emparés un petit peu de ce mode de communication qui est le comic strip. Ils se sont mis à en faire beaucoup. Et le public était au rendez-vous, en fait. D'avoir ces petits personnages récurrents dans ton journal, ça créait de l'attente chez le lecteur. Et il y a eu une attirance de plus en plus importante pour l'humour graphique. On disait le comics tout à l'heure. Voilà pourquoi ça s'appelle comics. Voilà. Je me suis toujours posé la question de pourquoi ça s'appelait comics. Voilà. C'est pas forcément drôle, mais bon, ok, à l'époque, l'humour graphique. L'humour graphique, je connaissais pas. Et il va peut-être falloir que je m'y intéresse du coup pour mon petit personnage là, Alchi, là, que je veux faire sur Facebook. Cool. Où effectivement, l'idée c'est de faire une case, voire 2 cases. Et de créer une histoire juste avec 2 cases. Mais ça, je l'ai entendu, un podcasteur, je crois qu'il y a un podcast qui s'appelle Un bon moment, un truc comme ça. Un bon moment, oui, ça me dit quelque chose. Avec Yann Kojandi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis pas sûre que je prononce bien son nom. Mais oui. Ouais, celui qui fait bref. Voilà. Entre autres, il a fait plein d'autres choses, le pauvre, mais on le connaît pour ça. Et donc, il a un collègue dans le podcast, il s'appelle Nova. Et avant, Nova, en fait, il a fait un site qui s'appelle 2x1.com, je crois que c'est à peu près ça. 2x1. Et en gros, il n'y a rien sur le site, il y a juste 2 cases. Et ça raconte une histoire en 2 cases. Voilà. Et tu ne peux rien faire à part passer les histoires ou les sélectionner de manière aléatoire, tu vois, mais le site se résume à ça. Et en fait, en 2 cases, c'est drôle. Il arrive à te raconter des trucs en juste 2 cases. Je trouve ça super fort. Voilà, j'essaie de m'en inspirer. Le but, c'est d'arriver aussi à faire sourire les gens, tu vois, avec une case ou 2. On va voir si j'y arrive. Ok, j'ai du coup, l'humour graphique. Donc, je vais regarder ce que c'est. Alors. Ok, tu vas étudier le procédé. Ouais. Donc, ce type d'humour graphique sous forme de comic strips ou de bande dessinée plus grande, ça s'est multiplié dans les journaux et dans les pulps. Les pulps, c'est des magazines très peu coûteux, généralement vendus quelques cents. Et on trouvait des héros qui combattaient le crime avec des armes un peu spéciales, avec des costumes
un petit peu spéciaux aussi, et ils ont préparé le terrain des futurs super-héros. C'est d'ailleurs avec l'apparition dans les années 30 de ces super-héros dans les comics que le comics va véritablement exploser en fait, qui va rencontrer le succès. Et c'est ce qu'on appelle justement l'âge d'or du comics. Donc années 30, on arrive très vite aux années 40 avec la guerre. Et là, les super-héros deviennent un symbole de patriotisme. Donc on voit beaucoup des représentations de la guerre dans les comics. Et les héros sont envoyés à travers le monde pour vaincre les ennemis de l'Amérique, que ce soit les nazis ou les Japonais. Et c'est à cette époque que naît Captain America. Et oui, j'allais te le dire, on dirait l'histoire de Captain America. Ah oui. C'est vraiment, on est complètement là-dedans. Ah ok. Ouais. Ah ça c'est finalement les héros ont toujours été ancrés dans leur temps, dans leur époque et dans l'actualité. J'avance un peu dans le temps, parlons des années 60, c'est l'époque de la guerre froide et de la conquête spatiale. Et du coup, ça va inspirer les dessinateurs qui vont créer des héros avec un passé scientifique, un background scientifique, comme le Flash. Ah ouais. C'est vrai Ouais, qu'il y en ça a te parle. plein, des super-héros, ils sont tous intelligents. Ah oui. Spider-Man, il est le premier à l'école, il est surintelligent. On a Ant-Man, c'est un scientifique. On a Oui. plein de héros, c'est des scientifiques, ouais. C'est ça, ça va beaucoup inspirer et on va aussi commencer à avoir des histoires qui se passent dans l'espace, comme avec Green Lantern, des batailles avec les aliens, enfin voilà, ça se développe. Ok. Ouais. Ça colle à l'ère du temps. Ouais, à chaque Ok. fois, c'est un Mais moyen de... ils sont restés, quoi. Ils sont restés. Enfin, même aujourd'hui, tu vois, on continue, Oui, on ils sont continue toujours là. de les aimer et tout, alors que c'est plus de notre temps. Parce qu'ils savent s'adapter tout le temps aux Ouais. nouvelles générations, c'est ça qui fait leur force en fait. Ouais. Et du coup, oui, les héros se multiplient. Forcément, les dessinateurs, très sollicités, essayent d'avoir de nouvelles idées, de créer de nouveaux héros. La concurrence devient de plus en plus rude. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vendre et pour se démarquer ? Et si on les réunissait Ah, oh, tous l'idée ces du siècle. super-héros. Eh ouais. Ah, le mec qui a eu l'idée. Et qu'on me donne le nom de mec qui a eu l'idée. Je sais pas qui est le mec exactement, mais je sais que les premiers c'était DC Comics à l'époque. DC Comics qui distribuait Marvel à cette époque-là. Donc voilà. Mais c'est les premiers à avoir fait la réunion des super-héros avec la Justice League of America. Et c'est un véritable carton. Tous les fans se ruent dessus parce que forcément tout est super-héros dans un seul volume. Comment louper ça ? Mais oui, qui a envie de louper ça ? Mais carrément. Et c'est pas si simple que ça parce que quand on parle par exemple de la Ligue des Justiciers, t'as Superman et t'as Batman. Le problème c'est que chaque héros quelque part est placé dans un univers qui lui correspond, quoi, avec des méchants à sa portée. Enfin, tu vois, genre Thor, c'est un dieu et les méchants, ils sont très forts, tu vois. Oui. Tu vois, c'est pas les mêmes méchants que Captain America qui se bat plus contre des humains, on va dire. Enfin, je trouve que réunir tous les super-héros qui n'ont pas forcément la même force. Alors tu peux toujours t'arranger pour équilibrer les forces, tu vois, l'air de rien, mais c'est quand même pas facile, quoi, parce que les méchants en face, ils doivent aussi s'adapter. Chacun doit avoir son méchant, quoi. Si t'as un méchant qui vit dans l'espace, comment tu lui fais combattre Batman, tu vois. Enfin, faut s'adapter, quoi. Ça doit pas être si simple que ça non plus de tous les réunir. Ah, c'est clair. Puis ça doit être un travail créatif aussi intéressant pour celui qui a produire le scénario et tout. Mais ouais, effectivement, c'est une question à se poser. Et donc pour rester dans la même époque, c'est-à-dire années 60-70, c'est aussi à ce moment-là que les dimensions et les univers ont été créés. La première fois que ça arrive, c'est avec le Flash qui rencontre Jay Garrick, le Flash d'origine, c'est-à-dire celui des années 30, l'âge d'or des super-héros. Là, on est à l'âge d'argent à peu près. Donc, ok. ouais. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'une Terre numéro 2, donc on s'amuse à jouer avec, à ramener des super-héros de l'âge d'or comme ça, voilà. C'est vrai que ça, des versions alternatives dans les comics, il y en a plein. Il y en a plein. Et on fait mourir Superman. Et puis, finalement, dans une autre série, en fait, non, il est pas mort. Enfin, mais tu fais ce que tu veux. En fait, tu fais ce que tu veux. Mais c'est ça, du coup, parce que tu peux surprendre. Ouais.
tu peux surprendre. De toute façon, tu sais que bon, si ton héros il est mort et que vraiment tu l'aimais bien, tu peux le retrouver ailleurs, dans un autre univers parallèle quelque part. Et du coup, pour les scénaristes, c'est une grande liberté, quoi. Ils peuvent faire mourir des personnages emblématiques sans que ça pose Exactement. problème. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport au film Marvel, c'est un autre univers qui est à part des comics, c'est le Cinematic Universe. Donc ils font Hmm. vraiment ce qu'ils veulent. Oui, ouais, effectivement, ouais, oui, parce que en plus, ouais, enfin, ouais, Marvel, c'est aussi les X-Men, et par exemple, les X-Men n'ont pas été mélangés dans la fameuse série là de 2008 à 2019. Il me semble qu'il y a des X-Men qui sont sortis de 2008 à 2019. Peut-être pas, peut-être qu'ils étaient sortis Avant, avant. il me semble, ouais. Ah, avant, alors c'est ça, ouais. Mais ils les ont pas mélangés, quoi. Ils les ont C'est pas vrai. intégrés après dans le. Ça existe dans les comics, enfin dans les comics BD. Ça existe la réunion des X-Men avec, je sais pas, Captain America par exemple. Le truc a rien à voir. Mais ils y arrivent quand même. Enfin, tout est. Les frontières sont minces, tout est Ah ouais, ouais, possible. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc ouais, dans ma petite présentation, c'est vrai que j'ai surtout parlé des héros de DC, mais ouais, le développement est le même pour Marvel. Hein. J'ai parlé Hmm. de la Justice League, mais c'est pareil pour Avengers. Et avec tout cet historique, quand même, je voulais montrer quelque chose. C'est-à-dire que depuis les années 30 jusqu'aux années 60-70, et même encore après, hein, mais on a déjà les graines de ce qui fait le succès de la franchise Marvel aujourd'hui. C'est-à-dire la volonté de retranscrire une réalité sociale ou d'être le reflet d'une époque, un Ouais. aspect moral fort avec des justiciers qui combattent le mal, Hmm. des héros populaires qui fédèrent une fanbase solide, Ouais. la réunion des super-héros qui ameutent les masses, hein, clairement, et des univers multiples qui permettent d'explorer et d'expérimenter des combinaisons improbables d'histoires et de personnages, comme on disait. Ouais, la liberté qu'on disait là de scénario. Ouais, exactement. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'avais jamais repéré, pourtant c'est évident que vraiment il s'inscrivait dans le contexte historique quoi, Ouais. du moment. Je sais pas si. Enfin, oui, il doit y en avoir, non, des héros qui se créent aujourd'hui, mais Ah, j'avoue, je suis certainement. pas calé. Je suis pas Ouais. calé sur les nouveaux super-héros de maintenant, en fait. Puis mon cours, Ouais. c'était l'histoire de la BD, pas Et oui, l'actualité de la BD. Donc, exactement. Ni le futur en 2022. Donc, c'est ça. ok, ok. Ouais. Mais oui, je pense que tu as raison. De toute façon, il y a toujours moyen de créer. À partir du moment où l'imagination est la seule limite. Hmm, Donc ouais. exactement. Ok. Et le Donc, prix, bien évidemment, on en a pas parlé, mais oui, ça douille. effectivement. Allez, peut-être qu'à l'époque c'était pas cher, mais aujourd'hui ça va. Ça a changé, c'est plus 10 centimes le Ah ouais, non. magazine. Ouais. Non, Non. donc ouais, donc on parlait du succès de Marvel qui est en fait qui est calculé. Tu l'as présenté tout à l'heure. Enfin, tout a commencé en 2008 avec Iron Man. Hmm. Et, et c'est une stratégie à long terme qui a été pensée par les studios. Depuis 2008, tous les films étaient planifiés en fait. Ouais, ouais. Et tu vois, j'aurais dit que c'était Disney, mais alors c'est marrant parce que Disney a racheté, a tout racheté. Alors, Disney a racheté, avant d'acheter Star Wars, je crois, ils ont acheté Marvel, ou peut-être l'inverse, je sais pas. Je sais plus. Et j'ai regardé, et Disney a racheté en 2009. Et c'est étonnant quand même, parce que je pense que les négociations étaient en cours. Ce genre de négociations, ça prend plusieurs années, je pense. Oui. Et parce que Disney, c'est quand même une machine à produire, on est d'accord. Genre, Ah oui. ils s'emparent d'un truc, ils font 50 000 films, ils font des séries animées, ils font des jeux vidéo, ils font des Monopoly. T'as pas le Monopoly Marvel? T'as raté Ah ta vie si non. t'as pas le Monopoly Marvel. Voilà, ils font tout, ils font tout. Et du coup, euh, c'est bizarre quoi que Iron Man soit sorti en 2008 et que le rachat c'est en 2009. Je pense que Disney devait être déjà derrière, tu vois, en 2008. C'est Enfin, possible, ouais. ça, on C'était voit. peut-être prévu par les studios qu'il y allait avoir le Ouais, rachat, donc ouais, ils se sont dit c'est bon, on a les fonds, les gars, on peut y aller. Je sais ouais, pas. ouais. Et on sent quoi. On sent quand tu regardes Iron Man, bon, qu'il y aura un Iron Man 2. Pas forcément peut-être tout l'univers qui a suivi derrière, je sais pas, mais en tout cas, tu sens que c'est le début de quelque chose. Tu sens qu'ils ont pas fait Iron Man comme ça tout seul quoi. Ouais, bah Quand tu regardes le film, je me rappelle pas du qu'est-ce qu'il y a après le générique de fin.
Voilà, tu me poses une question. Eh ouais, c'est bien connu ça quand même, dans les films Marvel, il faut attendre la fin du générique de fin, parce que derrière, il y a toujours une petite scénette. Une scène cachée. Une petite scène cachée, voilà. Donc on a les pauvres glandus qui restent au cinéma quand la lumière est allumée et qui continuent à bouffer leur popcorn. Voilà, bah, c'est pour regarder la petite scénette de fin. Et ouais, c'est comme Bon, ça mais je pense que Disney était derrière tout ça depuis le début. Enfin, ça me semble quand même bizarre qu'ils aient pas trempé dès le début, quoi. Non. Alors c'est très probable, mais je dois quand même donner un nom. Kevin Feige. Voilà, ça y est. Non, derrière cette stratégie, il y a un homme qui était là avant le rachat, mais qui est resté après et qui est toujours président des studios Marvel. Il a été voilà. Il est président des studios Marvel depuis 2007 et il l'est toujours aujourd'hui. Donc Disney l'a gardé. Voilà. Ok, bah c'est peut-être lui qui a fait le lien alors. C'est ça, bah, c'est lui qui est un petit peu le cerveau de l'affaire en fait. Et sa force, et là j'y tiens absolument parce que c'est aussi mon mot d'ordre dans mon travail de conseillère littéraire. Donc sa force, ça a été de donner aux spectateurs ce qu'ils attendaient plutôt que de viser une rentabilité immédiate. C'est-à-dire que, il voulait, plutôt que de faire le gros film tout de suite, il voulait faire plaisir et augmenter l'attente. Cette récurrence. 11 ans, 11 voilà. ans d'attente. Mais tu remarqueras que c'est l'inverse de la stratégie de DC en fait. Eux, quand ils sortent un Batman, ils sortent un Batman quoi. Enfin, ils misent tout dessus et il n'y a pas une stratégie à long terme comme ça. Ah, ils ont essayé après les pauvres. Ils ont fait Justice League. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas amené pareil. Ah non, carrément pas. Ils ont même sorti Aquaman et Wonder Woman après. C'est-à-dire, ils ont fait le film. Je crois qu'ils ont peut-être sorti un Batman avant, je sais pas. Mais en tout cas, eux, ils ont fait le film où il y a tout le monde. Non, ils ont fait un Superman, c'est ça. Après, ils ont sorti le film où il y a tout le monde. Et après, ils ont fait un film par super-héros, tu vois. Ouais. Ils ont pris la stratégie inverse. Mais je sais pas. Pourquoi je sais pas si ça a marché. Je crois que ça a moins bien marché. Après, c'est peut-être la qualité du film aussi. J'en sais rien. Je l'ai pas vu en plus. Tu sais que. Donc... bon bah voilà, tu vois, il n'y a pas eu l'attente. Voilà. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien dans la philosophie de Kevin Feige, c'est qu'il veut donner aux spectateurs ou aux lecteurs, c'est pour ça que je parlais de mon mot d'ordre en tant que conseillère littéraire, donner aux spectateurs ce qu'ils attendent. Et quand on donne aux spectateurs ou aux lecteurs ce qu'ils attendent, on finit toujours par être gagnant. La preuve, c'est le succès d'aujourd'hui. La petite parole de sagesse. Voilà, à bien retenir. Donc ouais, petite stratégie, tu l'as dit au tout début, hein, mais donc ils ont donné à chaque héros son propre film. Ça a permis de laisser des indices à travers les films, mais aussi de développer les personnages et leur histoire, ce qui est très important. Donc on crée de l'attente, on crée de l'intérêt, et à la fin on rassemble tout le monde dans un film épique, ça crée l'événement, et c'est vrai que ça a marché à l'époque des comics, donc ils ont eu raison de le faire maintenant, avec le Cinematic Universe, ça a fait un carton. Ouais, il a juste fallu être patient, quoi. Effectivement, un travail de longue haleine sur 11 ans. Donc, il fallait vraiment se dire, on part pour des années, à faire des films gros budget sur des années. Mais c'est pas fini. J'espère que ça va marcher, quoi. Leur calendrier de production est rempli jusqu'à 2028. Oh là là. Ouais, 20 ans. Allez, 20 ans de film. Le mec s'est dit, allez, je fais ma carrière et après je m'en vais. Je prends ma retraite après, c'est bon. Il y a eu aussi un gros background avec les acteurs aussi quand même. Parce qu'on était... après le film 300, il y a eu un engouement pour le CrossFit. Parce que les mecs étaient hyper musclés et hyper maquillés aussi quand même, faut pas l'oublier. Dans les films, les muscles sont maquillés, sont contrastés avec des ombres artificielles avec le maquillage qui fait que t'as les abdos qui ressortent, puis j'ai vu des coulisses du tournage entre deux scènes. Je sais plus comment il s'appelle celui qui fait Superman, j'ai oublié son nom. Mais il fait des pompes quoi. Tu vois, entre deux scènes, il y a un coach sportif qui lui dit bon là, il faut que tu fasses des pompes doucement pour gonfler les muscles et tout. Enfin voilà, il y a vraiment un suivi. Et il y a eu sur les réseaux sociaux
tu voyais les acteurs qui s'entraînaient, qui partageaient leur entraînement, qui avaient je sais pas moi, des gants de boxe où il y avait marqué Thor dessus, tu vois. Genre ils jouaient avec leur personnage. Il y a aussi ça qui est entretenu, je pense, entre plusieurs films Thor, par exemple. Et bah, tu pouvais voir l'actualité de l'acteur qui s'entraînait pour le prochain film. Enfin, tu vois, Excellent. avec toujours marqué Thor. Enfin, tu baignais toujours dedans, quoi. Donc, ceux qui ont vraiment suivi ça à fond, ça fait 10 ans qu'ils sont dedans à fond. C'est beaucoup. Effectivement, bah, ça te crée de quoi créer une fanbase et le marketing est génial, hein, Ah ouais, enfin, quand tu complètement. regardes. Ouais. Ouais, Mais il n'y a pas que ça, parce que j'ai envie quand même qu'on se concentre sur l'histoire et sur les personnages, parce qu'on a dit qu'on parlerait des personnages. c'est vrai. Voilà. Commençons notre épisode. Voilà. Ça y est, après une demi-heure d'introduction. Après cette intro. Donc ouais, Endgame, ça fonctionne indéniablement grâce aux personnages. On n'a pas une histoire classique avec un héros et des acolytes et des personnages secondaires qui l'aident. Dans ce film, tous les personnages sont des héros. Tous les personnages sont des personnages principaux. Et c'est la classe chez Marvel, en fait. C'est qu'ils ont des bons personnages principaux. Donc j'en viens à la question que j'ai envie de poser pour les auteurs qui nous écoutent. Comment créer un bon personnage, un personnage qui soit mémorable et dont on a envie de suivre les aventures? Bonne question. Voilà. Et donc pour ça, je propose de se poser 5 questions quand on écrit. Et ces 5 questions qui sont valables pour le héros, pour sa némésis et pour tous les personnages que vous jugez importants dans votre histoire. Okay. Numéro 1, ouais. La première question à se poser, c'est que veut votre personnage? En gros, dans la vie, tout le monde a envie d'accomplir quelque chose. Et ben, ça doit être la même chose pour votre personnage. Il doit avoir un objectif à atteindre. Ok. Je suis curieux de faire cet exercice du coup avec mon conte philosophique. Ah, t'es en train le conte dont tu nous as parlé la dernière fois? Ouais, j'essaie de me replonger dedans. Et je t'avoue que mon personnage principal, donc le magicien d'or, cherche à retrouver 3 personnes, mais j'avoue qu'on sait pas exactement pourquoi. Et en fait, c'est lié au prologue, tu vois, et c'est un peu le pivot de la fin. Genre, on comprend à la fin pourquoi il est allé les chercher. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être flou, quoi. Ça peut être flou sur si en gros on sait pas ce qu'il fait et on sait pas ce qu'il veut. Donc, je pense que c'est un peu flou, ouais. Là-dessus, il faut peut-être que je travaille quelque chose. Peut-être. C'est vrai C'est une bonne question. Ouais, En plus, c'est une question de base, quoi. Que veut votre personnage? C'est la question de base. C'est ça. C'est la question de base, mais c'est vrai que je sais pas, ou alors j'ai plus la tête dedans et mais je sais pas si j'ai été assez explicite. C'est plutôt ça en fait, plutôt. D'accord. Après, c'est vrai qu'il faut donner suffisamment de contexte au lecteur pour qu'il comprenne les intentions des personnages, en fait. Ouais, Donc, ouais. Peut-être que ces questions vont t'aider. Donc, Complètement. Question numéro 2, voilà. Pourquoi votre personnage souhaite-t-il atteindre cet objectif? Donc, une fois que vous avez défini son objectif, pourquoi est-ce qu'il veut l'atteindre? Pourquoi est-ce qu'il va se lancer dans une quête comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur Star Wars et le monolithe de Campbell? Il va se lancer dans une quête, mais ça va pas être facile pour lui. Donc, il doit avoir une raison suffisamment valable pour supporter toutes les épreuves, pour faire des sacrifices et potentiellement mettre sa vie en jeu. Ouais. Ben là, je crois que c'est ce qui me manque dans mon conte. Enfin, c'est pas assez explicite en fait. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que mon personnage, je l'ai travaillé, je sais le pourquoi. En revanche, je suis peut-être trop secret. Et du coup, ça peut perdre l'attention du lecteur. Donc, c'est vrai qu'il faut y penser. Ouais. Non, ça fait pas de mal. Ces petites questions ne font pas de mal. Cool. C'est le but. Donc, troisième question. Quels sont les obstacles qui barrent la route à votre personnage? Donc, si le personnage peut obtenir tout de suite ce qu'il veut, bah, c'est pas très intéressant, il n'y a pas d'histoire. Ou alors, c'est un peu chiant. Vous allez devoir trouver des idées pour lui barrer la route. Et en plus, en surmontant toutes les épreuves que vous allez lui faire rencontrer, il va être amené à faire des choix, à faire des sacrifices, et ce qui va lui permettre d'évoluer. On a parlé du changement. Il faut qu'il y ait un changement. Complètement. Bon, ça va. Des obstacles, moi j'en ai plein dans mon truc. Et
Et d'ailleurs, chaque obstacle lui permet de rencontrer un personnage, tu vois. Ah, J'ai préféré introduire les personnages petit à petit. Donc en fait, il a une aventure, il a même un voyage, et c'est au fur et à mesure du voyage qu'il rencontre les gens et qui constitue sa petite équipe, enfin une équipe de 4 personnes, hein, mais voilà, on les rencontre pas tous au début, quoi. c'est cool, mais du coup, ouais, dans le nom de ton personnage, le magicien d'or, oui, ça fait effectivement cette quête où il rencontre des alliés au fur et à mesure. Ça fait penser magicien d'Oz C'est vrai, complètement. aussi, mais ouais. Film que je ne connaissais pas et que j'ai vu cette année-là, enfin Ah, en 2021, je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé sur Disney Plus en fait. Et j'ai dit le magicien d'Oz, c'est quoi ça? Et là, on m'a dit il faut absolument que tu le regardes. ah oui, Donc je l'ai regardé, excellent. je connaissais pas. Ouais, je connaissais Mais ouais, du coup, ouais, très intéressant. Donc ouais, il faut vraiment que tu le termines, hein, pour qu'on puisse le pas. Ouais, lire ou le découvrir. c'est l'objectif, c'est l'objectif. L'objectif de l'année, cool. Ouais, Toi aussi, tu as un objectif, ouais. comme les héros. Bref. Donc la quatrième question, quelle fausse croyance retient votre personnage d'accomplir son objectif immédiatement en fait? Donc si votre personnage n'a pas été capable d'accomplir son objectif jusque-là, c'est sans doute parce qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Hmm. Soit une croyance quelconque, une excuse qui se donne, une blessure secrète qui l'empêchait d'avancer. Et c'est une question intéressante à se poser parce que ça va permettre d'explorer le passé du personnage ainsi que sa personnalité. Et de cette manière, ben, ça lui donne un peu de dimension et ça le rend crédible aux yeux du lecteur. Ok. Alors moi c'est un peu spécial. Je sais pas comment j'en suis arrivé là, mais en gros, c'est une sorte de réincarnation où comment dire, quand il meurt en fait, il renaît ailleurs, mais avec la même tête, genre tout pareil. Ah ouais. Genre en fait, ouais, genre en fait c'est comme si lui il était amnésique, mais si t'as connu le magicien d'or, genre tu peux le reconnaître après, tu vois. Enfin, Oh, excellent, ouais. et du coup, il y a des, en fait, ça me permet en fait de le mettre directement dans des embrouilles, parce qu'en gros, il arrive et on le reconnaît, on lui en veut, mais sauf que lui, il se rappelle pas, tu Ah, vois. c'est marrant. Ça crée du Et- quiproquo et ça peut être ah drôle. ouais, et il est là en mode, je sais pas, et donc en fait, et là, il y a sa, comme sa vie antérieure en fait, comme une sorte de mémoire, tu vois, qui lui parle de temps en temps par bride et qui lui explique un peu des trucs et au fur et à mesure bah, cette voix disparaît au fur et à mesure en fait qu'il devient vraiment le magicien d'or qui se resynchronise en fait tu vois en quelque sorte avec son ancien lui et bah cette voix disparaît quoi et il devient vraiment lui enfin je sais pas comment dire Ah, mais sorte c'est un de... peu, ouais, c'est un peu comme s'il y avait, enfin, qui avait, je sais pas comment dire, ouais, qu'il était sur la voie d'une illumination. Cette illumination, c'est de retrouver bah, son essence en fait, ce qu'il est vraiment, mais il l'a oublié. À chaque fois qu'il renaît, il l'oublie. Mais, ouais c'est ça enfin, ouais, ouais. ok, je vois un peu l'idée, je comprends, je crois. Mais en fait ça permet surtout de tout de suite le mettre dans l'action Ouais, et de faire une progression du héros, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il est un peu perdu, il sait pas trop, puis petit à petit, il retrouve la mémoire, il retrouve même potentiellement une sorte de pouvoir. Ça reste un conte philosophique, donc ça reste un conte. Donc, tu vois, il y a des choses un peu fantastiques, on va le dire comme ça. Et donc, ça permet de faire une progression lente et pas de faire un magicien badass dès le départ, quoi. ouais, Parce que je là, comme tu comprends. le dis, dans ce cas, après, il n'y a plus d'obstacles et c'est fini, quoi. Faut qu'on comprenne son évolution et qu'on le voit justement évoluer. Donc ouais, c'est bien C'est de ça. le faire comme ça. Ok. Et dernière question à se poser. Qu'est-ce qui est en jeu si votre personnage gagne ou échoue? Donc autrement dit, qu'est-ce qu'il a à perdre et qu'est-ce qu'il a à gagner dans l'histoire? C'est la réponse à cette question qui va permettre à vos lecteurs de se sentir émotionnellement investis dans l'histoire. Parce que bah, là, on parle de super-héros, et donc dans ces histoires de super-héros, bah, on a envie de voir les gentils gagner et les méchants perdre. Hein. Ouais, Oui, généralement. ouais, bah du coup, ouais, ça reboucle avec les questions un et 2 Exact. que veut votre personnage et pourquoi est-ce qu'il souhaite atteindre cet objectif, quoi. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe s'il gagne ou s'il échoue? Ouais, c'est connecté.
Ok, bah super, Voilà, super. 5 bonnes questions, effectivement, à se poser. à se poser. Allez, je les résume pour le plaisir. 1. Que veut votre personnage? 2. Pourquoi votre personnage souhaite atteindre cet objectif? 3. Quels sont les obstacles qui barrent la route à votre personnage? 4. Quelle fausse croyance retient votre personnage d'accomplir son objectif immédiatement? Et 5. Qu'est-ce qui est en jeu si votre personnage gagne ou s'il perd? Voilà. Exactement. Voilà. Cool. Tout est dit. Bon, eh ben, pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on en retient alors? Que peut-être, avant d'insérer plein de super-héros, il faut prendre le temps de les construire un par un. N'est-ce pas, DC Comics et Justice League? On ne pointe personne du doigt. Qu'on peut se poser 5 questions simples pour y parvenir. Tout à fait, celle qu'on vient de voir. Que du coup j'ai un peu de boulot sur mon compte philosophique si je veux pouvoir répondre et donner un peu plus d'enjeu à ces personnages. Oui. Et que les comics servent à transmettre des messages en fonction du contexte historique. Tout à fait. Tout Et simplement. qui s'appelaient comics parce qu'ils étaient comiques. Oui aussi, c'est vrai. L'humour graphique d'origine. L'humour graphique. Et pas l'humour graphique de Endgame, parce que pardon, mais on est à la fin, donc je Oui, me permets, c'est mais- pas... ouais, C'était dur. Les petites vannes là, c'était pas facile, mais ouais. ah, Passons. ouais, ça a toujours... ouais, il y a toujours un peu eu ça dans Mais, les Marvel. mais quand même, c'était plat. Enfin bref. Ouais, c'était plat, ouais. Mais ça cartonne. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. C'est pas ça que les gens viennent voir, quoi. Ouais. Donc ouais. Si cet épisode vous a plu, bah peut-être que vous vous demandez comment faire pour nous soutenir. Alors c'est simple, il y a 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. Et on publie tous les 15 jours, donc comme ça vous raterez rien. Voilà. Et le second est de partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Et le dernier, c'est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez. Ok, ben voilà un épisode rondement mené, un de plus. C'est ça. Merci Florence pour ce moment agréable. Merci Bastien pour ce moment toujours aussi passionnant. À plus tard. Ciao. Ah, ciao.